sérieux, préférant se tenir à l'écart. Mais je vais vous surprendre encore davantage en vous disant que notre investigation de ce côté va même s'étendre à la semaine prochaine. Un deuxième reportage qui fera suite à celui que je vous invite à regarder maintenant. Et nous sommes allés de ce côté pour une raison. C'est que depuis plusieurs années maintenant, il y a des centaines de personnes saines, équilibrées, qui n'ont absolument rien à vendre, qui disent avoir été enlevées dans leur sommeil et examinées par des êtres de l'extérieur. Nous vous présentons des Québécois qui ont vécu ces moments d'une grande étrangeté et des chercheurs qui tentent de voir clair dans ce qu'un psychiatre a appelé le plus grand mystère de l'histoire de l'humanité. C'est pas un rêve, c'est pas du tout un rêve. Je suis vraiment consciente. C'est admis. Je dis pas un rêve. Il s'est passé quelque chose. C'était pas un rêve. Il y a clairement encore d'énormes points d'interrogation. Il y a des cas qu'on a vus où on ne peut absolument pas expliquer pourquoi tel et tel événement s'est passé ou pourquoi telle et telle blessure est apparue ou telle et telle marque physique est apparue. Ah oui, il y a encore plein d'interrogations. Le phénomène est aussi vieux que l'humanité. Depuis les chars célestes de la Bible, en passant par les poteries volantes du Moyen Âge jusqu'aux soucoupes de l'ère moderne, les gens de tous les coins du monde ont rapporté des milliers d'observations d'objets volants non identifiés. Des observations qu'on a divisées en 4 catégories. Rencontre du premier type, simple contact visuel, du deuxième type, contact rapproché, avec effet physique et traces, du troisième type, où le témoin voit des êtres, et enfin, la rencontre rapprochée du 4e type, enlèvement, interaction prolongée. Les premiers récits de ce genre remontent aux années 50. Rappelez-vous George Adamski qui affirmait avoir rencontré ses frères de l'espace à bord d'un vaisseau dont il avait pris une photo, truquée d'ailleurs, en Californie, une vaste supercherie. Puis, dans les années 60, l'affaire Betty et Barney Hill qui défrait la manchette. Des êtres aux yeux bridés les auraient entraînés à bord de leur vaisseau pour les soumettre à des examens souffrants. Mais c'est depuis les années 80 que le phénomène des enlèvements prend une ampleur particulière. Selon une enquête controversée menée en 92 par la firme Roper, un Américain sur 50 aurait été enlevé par des visiteurs d'un autre monde. Les librairies regorgent de livres sur le sujet, les films sur les rencontres du 4e type se multiplient. La toute récente vague de films américains sur les enlèvements se base sur des cas connus ou des dossiers de contact qui présentent des schémas identiques. Paralysie, contact télépathique, enlèvement, examen, prélèvement, retour et séquelles physiques et psychologiques. Des informations qu'on nous présente comme la preuve ultime du contact extraterrestre. En 1976, dans un terrain de camping du sud-ouest de Montréal, Suzanne et son ami vont vivre une nuit hors de l'ordinaire, une nuit dont ils se rappelleront toute leur vie. Couchés dans leur tente roulotte, le sommeil les gagne. Soudain, un lourd silence s'installe, une forte lumière apparaît, une odeur sucrée s'infiltre à l'intérieur. J'ai eu le courage, finalement, de sortir de la tente roulotte. Puis comme je sortais de la tente roulotte, juste au-dessus de la tente roulotte, il y avait 3 lumières. Mais c'était pas comme des spots, c'était 3 lumières, c'était bleu et blanc, il y avait de la boucane en dessous, puis ça tournait comme ça. C'était comme arrangé en triangle. Terrifiée, elle fait demi-tour, réveille son ami et l'entraîne à l'extérieur. Il a regardé, puis quand il regardait, moi je l'ai regardé, les yeux ils ont viré à l'envers. Il n'y avait plus de rond, il n'y avait plus de couleur. C'est comme si les yeux tournaient par en arrière. C'était très effrayant. À partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y a eu... je sais qu'on s'est ramassé dans la tente roulotte entre ça, mais je ne me rappelle pas d'avoir rentré dans la tente roulotte. Puis après ça, il y a eu... on a senti qu'on se faisait lever ou qu'il y a eu une élévation. Je criais, je disais à Michel, on lève, on lève. Il y a eu des voix, mais c'était comme télépathique. Je parlais, tu m'entendais parler, mais mes lèvres ne bougeaient pas. La séquence d'événements qui suit est assez vague, mais Suzanne a le souvenir d'une vaste pièce éclairée et d'une forme humanoïde, sans visage. Pas de yeux, pas de bouche, moi j'ai rien vu de ça. J'ai vu comme de l'électricité, comme si c'était de l'électricité contenue dans un genre de silhouette qui était plus haute que moi. C'est la seule chose que j'ai vue.
L'être lumineux leur a indiqué une direction, après quoi elle a le souvenir d'un écran géant sur lequel défilent des images d'enfants noirs affamés, aux ventres arrondis, des images qui les font éclater en sanglots. Au lendemain de cette nuit mouvementée, Suzanne et son amie remarquent qu'ils ont uriné au lit et qu'ils ont fait le même rêve. Un rêve qui, pour eux, devient réalité quand ils aperçoivent tout autour de leur roulotte des centaines d'insectes morts séchés. Suzanne établit un lien avec l'étrange silence de la veille. J'en ai même pris dans mes mains, parce qu'on les a ramassés. Il y en avait tellement qu'on les a ramassés au râteau avec un porte-poussière. J'en ai pris dans mes mains, puis je me souviens, j'avais une mouche dans les mains, une grosse mouche. Puis c'était sec. Vous n'avez pas pensé à garder quelques-uns pour analyse, hein, pour fin d'analyse? Mais où je vois? Qui je vois? Qui j'appelle? La police? J'ai aucune idée qu'est-ce que je fais avec ça. Le lendemain, si j'appelle la police, j'ai vu quelque chose, j'ai levé des airs hier soir, c'était plein d'insectes morts, puis j'ai un petit pot, on va m'amener à Louis Popo, puis vite ça presse. 18 ans plus tard, Suzanne se rappelle de la suite des événements. Dans la semaine qui suit la soirée au camping, comme dans un état de conscience modifié, elle a une prémonition qui se réalise aussitôt, après quoi elle est prise d'une nausée soudaine. J'ai vomi dans le bain, donc j'ai vu dans le bain ce que j'ai vomi. C'était comme une gélatine, j'ai jamais vu, je savais même pas c'était quoi. Puis il y avait comme du sang là-dedans mélangé. Je n'étais pas bien du tout. J'ai eu des pertes de cheveux suite à ça. Moi, je les relie à ça. Je m'en suis pas aperçue sur le fait même, mais j'ai vu une détérioration de mon cuir chevelu. Le couple vivra avec ce curieux souvenir pendant des années. Suzanne se soumet à l'hypnose dans l'espoir que la régression comble les lacunes de sa mémoire, sans résultat. Puis, en 1993, elle tente à nouveau l'expérience avec un psychologue, membre d'un groupe de Montréal qui étudie le phénomène des enlèvements depuis 2 ans. Je sais pas où je connais, juste ça ressemble à un gros film. C'est trop pour mettre un film, me semble. Le docteur Jean-Roch Laurence enseigne à l'Université Concordia. Spécialiste de la mémoire et de l'hypnose, il en connaît bien les limites. Malheureusement, ce qui s'est passé, on ne le saura jamais. Et comment ça a été rappelé, revécu et reconstruit dans le souvenir des deux, on ne le saura jamais non plus. Mais c'est clair qu'il a effectivement juste passé quelque chose cette nuit-là. Je me souviens d'un instrument particulier, sous hypnose, qui m'est revenu, puis moi j'ai une peur horrible des aiguilles. Puis je me souviens d'un morceau de métal, un bras de métal, avec un bout en métal, puis au bout de ça, il y avait une aiguille. D'ailleurs, je pense que je me suis mis à pleurer. Le docteur Laurence a rencontré une vingtaine de Québécois et Québécoises comme Suzanne qui sont convaincus d'avoir vécu une rencontre du 4e type. Des kidnappings auxquels ils ne croient pas, faute de preuves extérieures vérifiables. Dans le cas de Suzanne, il n'a aucune explication, mais beaucoup d'interrogations et quelques hypothèses. Même si toi tu y crois subjectivement, et que c'est comme ça que tu l'as vécu et tu le ressens comme ça, est-ce que moi je ne peux pas l'expliquer de d'autres façons, qui seraient plus simples, si tu veux, qu'un événement aussi complexe que de la visite extraterrestrielle? Si quelqu'un ne croit pas à ce phénomène-là, comment il va me croire et comment il va m'aider? Comment il va m'aider, moi, en tant que personne? Si le gars carré, il ne croit pas à ça, puis il va essayer de me trouver 36 autres bébelles qui sont arrivées, accepter qu'est-ce qui m'est arrivé. Si le gars va tourner, puis il va essayer de trouver d'autres explications scientifiques, parce que lui, il ne croit pas, je suis faite, je suis cuite. Donc, en général, non, ce ne sont pas des fous. Alors? Et par contre, il y a un petit pourcentage de gens qu'on a vus qui ont effectivement de sérieux problèmes psychologiques et pour qui la thèse extraterrestre vient renforcer un système délusionnel ou basé sur la paranoïa. Donc, il y a effectivement un petit pourcentage, et ça c'est important de le souligner, de gens qui ont des problèmes, mais la majorité des gens qu'on a vus ou dont la recherche a parlé sont parfaitement normaux. Heureusement pour eux, une certaine communauté scientifique et médicale se penche sur ce genre de récit depuis quelques années. C'est le cas du docteur David Gottlieb, un médecin de Toronto qui parle d'un nouveau phénomène de santé mentale. Certaines caractéristiques sont communes à tous ces patients, pas de passé psychiatrique, des périodes de temps manquantes, des cauchemars,
le syndrome du PTSD, une anxiété typique des vétérans de la guerre, et des marques sur le corps. En août 91, Linda, une Lavalloise de 41 ans, s'est retrouvée à demi inconsciente, comme prise au piège dans une lumière diffuse. Je pouvais bouger mes mains, mes pieds un peu, mais je ne pouvais pas me sortir de là. Vous sentez rien de particulier?